À 7h09, nous accueillons les experts. Thomas Soto. Que veut le candidat Juppé en matière économique? Face à lui tout de suite, ce sont donc les experts d'Europe 1 ce matin, Axel de Tarlet, Antonin André et Anne Le Gall. Bonjour à tous. Bonjour. Le principe, Alain Juppé, c'est d'être le plus concret possible. Vous voulez être président, on va donc faire comme si vous l'étiez déjà. On va commencer, Axel de Tarlet, par parler de la formation professionnelle parce que c'est le sujet fort du moment. Un effort accru appelé de ses voeux par François Hollande, Axel. Voilà, c'était jeudi soir. François Hollande a appelé à l'urgence économique contre le chômage et l'un des outils qu'il a proposé, c'est de permettre à 500 000 chômeurs d'accéder à une formation parce qu'aujourd'hui, les chômeurs, paradoxalement, ont assez peu accès à la formation. Alors, monsieur Juppé, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou est-ce que vous y voyez un tour de passe-passe puisque quand on est en formation, on sort des statistiques du chômage, donc un tour de passe-passe pour faire baisser les chiffres? Une fois de plus, c'est un effet d'annonce. D'abord, je voudrais souligner qu'il est quand même surprenant que le président de la République décrète l'état d'urgence contre le chômage à la 4e année de son quinquennat. Ça fait longtemps que ce devrait être une urgence prioritaire puisque c'est le cancer qui ronge aujourd'hui la société française. Il y a 2 millions de chômeurs de moins en Europe, 1,3 million de moins dans la zone euro. Et en France, ça continue à augmenter. Nous avons un taux de chômage aujourd'hui supérieur à la moyenne de la zone euro, alors que la Grèce et l'Espagne nous tirent vers le bas. Voilà, donc il faut changer, à mon avis, de logiciel complètement dans cette question. La formation, oui, bien sûr que c'est utile. 500 000, on n'y arrivera pas. C'est hors de portée, naturellement. Et puis je vois de plus en plus de demandeurs d'emploi, puisqu'il faut être concret, qui vont à Pôle emploi, à qui on propose une formation, et qui répondent « mais ça suffit maintenant, c'est la 2e fois, c'est la 3e fois, ça ne débouche sur rien ». Donc le vrai problème, c'est de créer des emplois. Et quand je dis qu'il faut changer de logiciel, ça n'est pas en finançant à coups de milliards, qu'on n'a pas d'ailleurs, sur le budget de l'État, des emplois non productifs et non durables, c'est en remettant nos entreprises en situation de créer des emplois. Et là, j'aimerais bien parler de mes propositions concrètes. Changer de logiciel, les patrons disent on n'embauche pas, parce que si jamais nos affaires tournent mal, derrière, on ne peut pas se séparer de la dernière recrue. Donc, monsieur Juppé, est-ce que vous dites ne nous voilons pas la face, il faut changer le code du travail et faciliter les licenciements pour ôter la peur de l'embauche chez les petits patrons? Oui, il faut changer le code du travail. Il faut d'abord le simplifier drastiquement en rendant une plus grande part à la négociation contractuelle. Ça prendra du temps, bien entendu, mais il faudra des déclics de confiance, comme je les appelle tout de suite. Et le contrat de travail en est un. Le déclic de confiance, c'est de dire on prévoira dans le contrat de travail, au moment où on le signe, les conditions dans lesquelles on le rompt si malheureusement l'entreprise est obligée de le faire. Si mon chiffre d'affaires baisse, je peux me séparer. Voilà, il faut définir dans la loi les critères de la raison donc c'est la fin du CDI, ça, monsieur Juppé, de difficulté de l'entreprise, et donc faire en sorte que lorsqu'il s'agit de licencier, l'entreprise ne sache pas combien ça va lui prendre et combien ça va coûter. C'est un verrou. Tous les chefs d'entreprise vous le disent aujourd'hui. J'ai même rencontré il n'y a pas très longtemps dans une pépinière d'entreprise un jeune chef d'entreprise qui me dit « Mes collègues me conseillent de ne pas embaucher ». Alors que je pourrais le faire, parce que si j'ai hélas demain besoin de licencier, ça sera la galère. Il faut faire sauter ce verrou, ça sera bon pour l'emploi, j'en ai la conviction. C'est le verrou du CDI que vous faites sauter là, puisque le chef d'entreprise aura la possibilité... Non, c'est pas le CDI, non, c'est un CDI, mais c'est un CDI dans lequel on prévoit les conditions de résolution en cas de difficulté économique de l'entreprise, sans laisser au juge ou au prud'homme la liberté d'appréciation dans le temps et dans la somme que cela représente. Donc faciliter le licenciement, c'est ce que vous nous dites, Antonin André. Et quand je dis que c'est un changement de logiciel, c'est que aujourd'hui, beaucoup de Français restent encore convaincus que c'est en rendant le licenciement difficile qu'on protège l'emploi. C'est l'inverse. En rendant le licenciement difficile, coûteux et long, on fragilise l'entreprise et on crée du chômage. C'est là qu'il faut changer véritablement de logique. Soyons très concrets, Antonin. Pour en revenir sur le chômage, est-ce que vous rétablissez par exemple la dégressivité des allocations chômage? Et puis, autre point important, est-ce que vous ramenez de 2 ans à 1 an la durée d'indemnisation comme l'Allemagne l'a fait par exemple? Je pense qu'il faut agir en matière de chômage sur l'offre d'emploi, mettre nos entreprises en situation de créer des emplois, sur la demande d'emploi, c'est-à-dire inciter les demandeurs d'emploi à rechercher du travail. 75% ou 80% d'entre eux le font, pas tous. Mais est-ce qu'on a les moyens des abus. Est-ce qu'on a les moyens? Donc, il faut s'orienter vers une dégressivité des indemnités de chômage. Je ne fixerai pas aujourd'hui les délais parce que ça mérite d'être approfondi, mais sur le principe, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et sur la durée d'indemnisation? Dès lors surtout qu'on aura relancé évidemment le marché du travail et qu'il y aura une espérance de retrouver du travail. Et sur la durée d'indemnisation? Et puis enfin, il faut ajuster l'offre et la demande d'emploi, bien entendu, et ça, c'est la formation. Il faut faire cesser cette espèce de contradiction française qui fait que tout le monde vante les mérites de l'apprentissage, et que année après année, le nombre d'apprentis diminue. Et là aussi, on a identifié les verrous culturels dans les familles, les verrous dans l'éducation nationale, les verrous dans l'entreprise. Je serais prêt à en parler plus longuement, mais je vois Thomas Soto me faire des signes. Il me parle de la durée du travail. Oui, la durée d'indemnisation. Voilà. Aujourd'hui, c'est 2 ans.
qu'il faut redonner la liberté à l'entreprise de négocier la durée du travail. Non, pas la durée du travail, la durée d'indemnisation du chômage. Est-ce qu'on passe de 2 ans à 1 an, par Ça exemple? fait partie de la dégressivité. C'est une mesure qu'il faudra calibrer le moment venu. Donc la réponse est plutôt oui. Oui à la dégressivité, oui. Est-ce qu'il faut accepter de À payer des condition, gens? je le répète, qu'on ait changé de politique économique et qu'on ait recréé un marché du travail dynamique. On ne peut pas faire de la dégressivité avec un marché du travail qui continue à se dégrader, naturellement. Est-ce qu'il faut accepter, Alain Juppé, de payer des gens moins que le SMIC pour leur permettre de retrouver à tout prix un travail? Non, je ne suis pas favorable à cela. Je pense que le SMIC est un salaire minimum, comme son nom l'indique. En revanche, je suis favorable à 0 charge sur le SMIC. 0 charge sur le Aujourd'hui, SMIC. il en reste encore. Pas beaucoup, c'est vrai, mais je suis favorable à 0 charge sur le SMIC et ensuite à une dégressivité des charges sur un panel qui peut aller jusqu'à 1,5 ou 1,5 du SMIC. Pourquoi? Parce que c'est l'emploi peu qualifié qui aujourd'hui est une réserve de travail. C'est cela qu'il faut débloquer. Alain Juppé, on va parler des retraites avec vous, Antonin André, des difficultés à réformer le pays. Ça va nous ramener 20 ans en arrière, Oui, Antonin. alors tout le monde se souvient effectivement, monsieur Juppé de 95 évidemment, la réforme qui portait sur l'allongement de durée de cotisation, la remise en cause des régimes spéciaux, il y avait aussi des mesures sur la sécurité sociale. Vous restez droit dans vos bottes, 2 millions de personnes sortent dans la rue, le pays est bloqué. Alors la méthode Juppé, on l'a vu, on l'a éprouvé. Pourquoi est-ce que vous réussiriez aujourd'hui? Écoutez, de la part d'un expert, ça me surprend un peu que vous présentiez les choses ainsi. Parce que ma réforme de fin 95, c'était quoi? C'était la réforme de l'assurance maladie. Elle a été intégralement faite, ça serait bien de le rappeler, par les Celle des ordonnances. régimes spéciaux a été abandonnée, il me semble. Attendez, je parle de ce qui a été fait. On ne peut pas dire que j'ai reculé devant la rue, cette réforme, elle a été faite intégralement par les ordonnances de 96, et il en reste aujourd'hui des pans entiers. Elle a sauvé la Sécu, l'assurance maladie plus exactement, du naufrage. Sur les retraites, ma réforme n'était absolument pas prête. J'en ai dit un mot et j'ai rappelé dans quelles conditions. J'ai eu tort de le dire alors que je n'étais pas prêt. J'ai reculé sur ce point et personne ne l'a fait depuis. Et pourquoi vous réussiriez aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les Français ont compris. Et parce que j'ai changé. Parce que vous avez changé? Sans doute. Oui, on n'est pas le même. On aligne totalement les Et régimes. j'ai compris qu'il fallait d'abord écouter, concerter, se mettre d'accord sur une réforme. Je pense que c'est possible parce que les Français ont Mais les compris syndicats que aujourd'hui vous que le aurez en statu face quo de n'était vous, pas possible. Alain Juppé, si vous êtes élu président, ce seront les mêmes. Ils auront les mêmes convictions, ils auront les mêmes points de blocage. Ils ont peut-être changé aussi. On peut rien, il ne faut pas désespérer. Et je constate que François Fillon a fait une réforme des retraites. Il y a eu des manifestations dans la rue, mais il a fait une réforme des retraites. Et si aujourd'hui le régime général est à peu près à niveau, et c'est parce qu'il y a eu cette réforme. Donc vous voyez que rien n'est impossible. Salariés du privé et fonctionnaires devraient avoir exactement le même régime. Il faudra évoluer vers une harmonisation des régimes. 25 je pense années, qu'à terme, il etc. faudra avoir un régime unique. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Moi, je souhaite distinguer ce qu'il faudra faire très vite, ce que j'ai appelé mes déclics de confiance, et j'en ai signalé quelques-uns tout à l'heure. En matière fiscale aussi, il faudra... J'ai parlé des entreprises, réorienter l'épargne des Français, qui est très abondante, vers le financement de nos entreprises, en particulier de nos start-up et de nos PME, alors qu'aujourd'hui, ça va dans des placements de pères de famille, immobilier ou obligations d'État. Donc voilà, il y aura des déclics à faire très très vite, et puis il y aura des réformes de fond qui, elles, prendront du temps, celles de l'éducation, bien sûr, celles du Code du travail. Il ne faut pas tout mélanger, ni se précipiter dans le désordre. Attendez, juste sur la retraite des fonctionnaires, elle est aujourd'hui calculée sur les 6 derniers mois, c'est ce qu'évoquait Axel. Pour les salariés du privé, c'est les 25 meilleures années. Est-ce que vous, président, vous mettez tout le monde sur un pied d'égalité, oui ou non? J'ai dit que l'objectif, c'était d'aller vers une harmonisation des régimes de retraite. La priorité des priorités, ce sera de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans si on veut éviter l'effondrement de leur régime de retraite. Et je le dirai très clairement dans mes propositions. Pour le reste, je ne veux pas non plus déclencher les hostilités sur tous les fronts. De 95, j'ai retenu la théorie que j'appelle maintenant de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le vase sera bien plein, j'aurai beaucoup de réformes à proposer, je ne rajouterai pas la goutte d'eau qui le fera déborder. Anne Le Gall. Nicolas Sarkozy défendait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, mesure abandonnée par François Hollande. Est-ce que vous, président, monsieur Juppé, vous reprenez ce principe de non-remplacement? Pourquoi est-ce qu'il faut reprendre effectivement un principe de non-remplacement intégral des départs à la retraite? Nous sommes conduits à le faire dans nos collectivités territoriales. Parce qu'il faut diminuer le poids de la dépense publique sur l'économie française. 57% du PIB aujourd'hui, c'est un record mondial, à part peut-être le Danemark ou quelques autres pays de ce type. Et donc ça veut dire qu'il faut rendre l'État plus efficace. L'État n'a pas fait sa révolution numérique et il y aura donc des poches de productivité qui permettront de ne pas renouveler tous les départs à la retraite. Les collectivités locales font des efforts aujourd'hui et il y aura des efforts à faire sur les régimes sociaux puisque je vous rappelle que 50% des 57% de dépenses publiques, c'est la protection sociale. Donc les retraites, j'en ai parlé, la dégressivité des indemnités du chômage, la lutte contre certains abus dans notre système de santé, je pense notamment à l'aide médicale d'État, 700 à 800 millions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en faites de l'aide médicale d'État? Vous avez changé d'avis aussi. Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout. Je sais pas ce Il y a qui vous fait quelques dire que mois, j'ai changé. vous critiquiez le fait qu'on dise que les immigrés venaient en France notamment pour l'aide sociale et les allocations sociales. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut remettre en cause l'AME. Mais non, je ne comprends pas votre objection. J'ai jamais dit ça. Vous la réformez. Ça fait des Vous la mois et des réformez, mois en fait. que j'ai dit que l'AME devait être réformée. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir toute la misère du monde. Je vois pas où est la contradiction. Mais ça veut dire quoi, la Qu'est-ce que c'est réformer que l'AME concrètement ? Eh ben, je vais vous le dire. Qu'est-ce que c'est que l'AME aujourd'hui? Un étranger en situation irrégulière peut se faire soigner gratuitement en France. Je dis quoi? Si c'est une urgence, si vous êtes étranger en situation irrégulière et que vous vous retrouvez sur le trottoir parce que vous avez une hémorragie ou un AVC, on va vous soigner. Et gratuitement. Ça, c'est l'honneur de la France. On ne vous demande pas la carte de crédit, comme parfois aux États-Unis. En revanche, si vous venez d'un pays étranger où vous pouvez parfaitement vous faire opérer, par exemple, d'une prothèse de la hanche, mais que vous programmez cette intervention en France parce que ce sera gratuit, je dis non. Donc Stop. c'est la lutte Ça, contre c'est les plus abus, possible. en fait. Ça représente Contre beaucoup les de cas. abus. Ça représente beaucoup de cas, vous pensez? Écoutez, le nombre C'est ça qui plombe oui, l'AME, bien vous sûr. pensez Je pense que l'AME, les bénéficiaires de l'AME ont été multipliés par 3. Depuis quelque temps. C'est parce qu'il y a là un gisement, si je puis dire, qui donne lieu à des dérives, à des abus. On va parler innovation à présent, Alain Juppé, avec Anne Le Gall, et lignes à grande vitesse, la fameuse LGV. Quel sujet, Anne, cette LGV, ligne à grande vitesse? Oui, les premiers tests auront lieu en 2016, donc pour cette ligne qui mettra Paris à 2h05 de Bordeaux en train à l'été 2017. Mais c'est un chantier de près de 8 milliards d'euros. Il y a la question de la rentabilité, du nombre d'allers-retours par jour. Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, lui-même n'hésite pas à parler de catastrophe économique avec des pertes estimées à 200 millions d'euros par an. Monsieur Juppé, est-ce que la France a encore les moyens de ces lignes à grande vitesse qui certes permettent de gagner du temps pour les cadres pressés, mais qui coûtent une fortune quand même? Oui. Un de Oui, nos la France atouts, a les ce sont moyens. les infrastructures. La France a de belles infrastructures. Vous dites pas ça parce que et vous êtes au bout de c'est la ligne à Bordeaux. Non, parce qu'il y a d'autres lignes à faire. Il y a Toulouse aussi, par exemple. Il est évident que la construction des lignes à grande vitesse a changé le paysage français. Et les positions du président de la SNCF sont stupéfiantes. Il y a encore quelques années, il expliquait que cette ligne était absolument prioritaire. Le président du Conseil régional d'Aquitaine, que vous avez cité tout à l'heure, a fait faire une contre-étude qui montre que la ligne est rentable. Donc là, on est dans un dossier extrêmement difficile, une partie de bras de fer entre le concessionnaire et la SNCF. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Ce que je dis, moi, c'est que la réalisation de cette ligne est une chance formidable, pas simplement pour Bordeaux, mais pour l'Aquitaine tout entière. D'ailleurs, une opération d'intérêt national a été lancée autour de la gare. Nous préparons de nouveaux quartiers, nous préparons un centre d'affaires. Regardez ce qui s'est passé à Lille, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui s'est passé à Marseille avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Donc faisons un calcul économique global et regardons ce que l'économie française, dans son ensemble, en retire. Je pense que c'est positif. Quand on fait un calcul économique global, on s'aperçoit aussi que c'est un PPP, un partenariat public-privé. L'État qui cède une concession et qui paye un loyer faramineux. D'ailleurs, Vinci, on attend une rentabilité à 2 chiffres. C'est pareil d'ailleurs pour le stade de Bordeaux, le stade Matmut Atlantique, tout nouveau stade. Est-ce que c'est pas un cache-misère ruineux, ces partenariats public-privé aujourd'hui? Je pense qu'il faut les regarder au cas par cas. Ce n'est ni une panacée, ni un repoussoir. Il y a des cas où ça peut servir, parce que ça permet de faire des investissements que les collectivités locales n'ont pas les moyens de porter. Et je peux vous dire que Mais pour ce qui concerne... quand même. Est-ce que une rentabilité à 2 chiffres sur la LGV, c'est normal pour Vinci? Ça m'étonnerait beaucoup que l'ISEA obtienne une rentabilité à 2 chiffres sur cette ligne. Le péage, c'est 2 fois plus que la ligne Paris-Lyon, par exemple. Peut-être, mais ça, c'est une discussion qui est en cours aujourd'hui entre la SNCF et le concessionnaire. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une navette régulière entre Bordeaux et Paris. Et là, je ne suis pas d'accord avec les propositions actuelles de la SNCF, mais je ne suis pas le seul. La région n'est pas d'accord, les régions dans leur ensemble ne sont pas d'accord, donc il faut négocier et mettre les vrais chiffres sur la table. Mais je persiste et je signe, la qualité de nos infrastructures, ferroviaires et routières, est absolument un atout pour la France. Je voudrais ajouter aussi qu'on nous parle beaucoup d'environnement, mais cette ligne à grande vitesse va permettre de dégager des sillons sur la ligne existante, et peut-être que la SNCF va enfin s'intéresser un jour au fret ferroviaire. C'est un véritable scandale. Il y a 9000 camions jour à Biriatou, à la frontière entre la France et l'Espagne, parce que nous sommes incapables de mettre du fret sur la ligne ferroviaire. Que la SNCF s'attaque à ce problème. Eh ben, vous en dites ce matin des choses à Guillaume Pépy, le patron de la SNCF. Alain Juppé, qui est en direct sur Europe 1 jusqu'à 9h. Merci les experts.